le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. « 5 avril 1877, un groupe d'une trentaine d'hommes remonte le chemin sinueux qui mène au petit village de Letino, dans le massif du Matese. Mal armés, peu préparés, à leur tête marche Enrico Malatesta, l'un des penseurs et activistes de l'anarchisme. Parvenus sur la place centrale du village, ces hommes brûlent les actes de propriété, annoncent la fin de la monarchie et proclament la souveraineté du peuple. Cette tentative révolutionnaire est vouée à l'échec. Mais ces militants, au moment où ils se font conduire en prison, savent-ils que leur insurrection n'est que la première d'une longue suite et que l'anarchisme, momentanément vaincu, va bientôt faire trembler la terre? Individualiste, illégaliste, anarcho-syndicaliste, plateformiste, anarchiste chrétien ou encore anarcho-primitiviste, l'anarchisme a presque autant de sensibilité qu'il n'a de figure. Et s'il semble aujourd'hui minoritaire, on oublie qu'il fut un temps où il domina le monde. Et pourtant, au sortir de la Première Guerre mondiale, en Europe, l'anarchisme semblait avoir perdu presque toute son influence. Ce n'étaient pas seulement les attentats des propagandistes par le fait, ni même la proclamation à corps et à cri des lois scélérates qui l'avaient rendu inaudible, mais bien plutôt les bombes qui de Verdun à la Somme, en passant par le chemin des Dames, en assassinant dans certains pays près du tiers des travailleurs, avaient réduit au silence la masse des militants. Sans parler de ces millions d'amputés, de traumatisés, de gueules cassées, pour lesquels la révolution n'était plus une priorité. Mais à la périphérie des grands pays industrialisés, au pourtour du monde occidental, les anarchistes ont survécu. Ils se rassemblent aux marges des empires, reprennent les armes et essaient partout de faire triompher leur idéal. Or, face à une réaction qui, elle aussi, a de nombreux visages, les libertaires ne peuvent plus seulement imaginer de douces utopies. Dans cet entre-deux-guerres fécond, où le capitalisme enfante ses deux bêtes immondes, stalinisme et fascisme, face à l'hydre totalitaire qui généralise un peu plus le vol et industrialise la mort, ils doivent mener une guerre sur tous les fronts et plus que jamais prouver dans les faits l'efficacité de leurs pensées. C'est ainsi qu'au Mexique, en Russie ou en Espagne notamment, les anarchistes vont conduire, au nom de la justice et de la liberté, certaines des plus grandes révolutions du XXe siècle et écrire, en lettres rouges et noires, une nouvelle page de notre histoire. Au début du XXe siècle, l'anarchisme a affirmé sa spécificité, formé ses propres organisations et constitué ses différents courants. Ces figures ont écrit, voyagé et popularisé ces théories. Les grandes vagues de migration qu'il avait déjà portées vers les États-Unis d'Amérique l'ont aussi amené dans les contrées les plus reculées du globe. En Palestine ou en Égypte, parmi la diaspora juive ou dans les communautés indiennes, aux confins du continent africain, comme dans tout l'Orient et jusque dans l'Empire du Soleil levant, les anarchistes sont partout. Mais c'est en Amérique que l'anarchisme reste la principale force révolutionnaire, pour ne pas dire la seule. Ils sont organisés au sein des Industrial Workers of the World qui ont étendu leurs branches du Canada jusqu'en Australie. Ils combattent au sein de la FORA, la grande fédération ouvrière argentine, et en Bolivie, ils donnent à la FOI le drapeau noir et rouge comme emblème. Ils conduisent des défilés de mars au Chili ou comme ici, la FORU qui fait une démonstration de force dans les rues de Montevideo. Ils tiennent les docks dans les Caraïbes, s'opposent aux jeunes républiques bananières et luttent pour l'indépendance à Cuba ou Puerto Rico. Et alors que les libertaires européens se lancent à corps perdu dans l'aventure individuelle, c'est même au Mexique que l'anarchisme inspire, sans que l'on s'en souvienne toujours, la première grande révolution libertaire. C'est tout de même incroyable que la révolution mexicaine soit moins connue que la révolution russe ou que la révolution chinoise, alors que c'est la première grande révolution du XXe siècle.
La révolution mexicaine commence en 1910. Et dès son origine, l'une des factions les plus importantes qui œuvre au sein de cette révolution est le Parti libéral mexicain, le PLM, dirigé par les frères Flores Magón, Enrique et Ricardo Flores Magón. Ce sont deux anarchistes mexicains exilés aux États-Unis quand la révolution éclate. Flores Magón et ses camarades ont un rôle fondamental. En étant les précurseurs de ce mouvement révolutionnaire, ils ont quand même créé les conditions de la révolution. Ils ont été un aiguillon permanent, on va dire, pour toutes les autres factions révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours poussé, par leur propagande, à radicaliser les positions des autres factions. Magón pensait en fait que la révolution mexicaine, c'était le premier acte de la grande conflagration mondiale qui n'allait pas tarder à arriver. C'est-à-dire que la révolution mondiale libertaire était, selon lui, sur le point d'éclater. Le Parti libéral mexicain, qui est à l'origine de la révolution, n'a de parti et de libéral que le nom. Mais il est bel et bien une organisation anarchiste, comme en témoigne son manifeste programme, rédigé par Ricardo Flores Magón. S'il s'inscrit dans la plus pure tradition libertaire, ce n'est pas seulement parce qu'il prône l'action directe, c'est aussi et surtout parce qu'il appelle à une vaste réforme agraire. Car il faut se souvenir que depuis l'origine, le mouvement anarchiste est le seul courant du socialisme à accorder un rôle moteur à la paysannerie dans le processus révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui explique son succès dans un Mexique encore très agricole. Et cette conception s'est diffusée. Elle inspire les trois autres organisations révolutionnaires de masse que sont au sud l'armée insurrectionnelle d'Emiliano Zapata, au centre, dans la capitale, la maison de l'ouvrier mondial, et au nord, l'antenne que les IWW ont ouverte au Mexique. Et le slogan que Flores Magón et les anarchistes du PLM apposent au bas de leurs écrits est repris par ces mouvements et devient le mot d'ordre de toute la révolution. Terre et liberté. Il disait aux paysans, « Prenez vos Winchester et allez prendre la terre. Elle vous appartient. N'attendez pas que la classe ouvrière vous la donne. Les paysans peuvent avoir leur propre révolution. » Magón confiait en fait dans la spontanéité du peuple en armes. C'est-à-dire que c'est par l'insurrection armée, par la lutte à mort contre le système, qu'on pourra instaurer la société libertaire. Ces appels aux armes résonnent d'autant plus fort ici qu'au flanc des Sierra Madre ou sur les hautes terres du Chiapas, la paysannerie vit depuis 400 ans dans des conditions de misère extrême. L'évangélisation, l'encomienda et la variole ont fait leur œuvre. Les peuples natifs ont été presque entièrement exterminés. Le ventre de la Pachamama est quotidiennement souillé et le sous-continent entier est saigné, humilié et corrompu. Placé sous la coupe d'une poignée de latifondistes qui possèdent toutes les terres, l'écrasante majorité des travailleurs survit sans perspective d'amélioration. Le quotidien de ces hommes et de ces femmes, c'est l'illettrisme, la famine et la maladie, le labeur acharné sous un soleil de plomb qui brûle le celluloïd et les peaux, avec les cris et les coups, pour encouragement, et la spoliation comme seule récompense. Le moindre geste de révolte est puni par le fouet et toute tentative de fuite, comme au temps de l'esclavage, par la mort. En 1911, les frères Flores Magón préparent une invasion au nord du Mexique, en Basse-Californie exactement. Ils rassemblent un groupe de 50 anarchistes, dont certains viennent des États-Unis d'Amérique et du Canada, pour rejoindre les forces du PLM. Il y a une douzaine de membres des IWW, des Noirs américains radicaux et même un Chinois. Ils cernent la ville de Mexicali, la libèrent des troupes fédérales et en prennent le contrôle. Ils libèrent aussi Tijuana et pendant quelques mois, ils occupent le nord du Mexique. La petite armée du PLM, soutenue par les IWW et emmenée par le général Mosby que l'on voit ici sur son cheval, ouvre les prisons et fait flotter le drapeau noir sur la commune Terre et Liberté. Les libertaires du monde entier s'enthousiasment. Emma Goldman participe à les meetings. Kropotkin fait la première théorie de la guerre de guérilla. Jack London publie un recueil de nouvelles.
Aux États-Unis, en Argentine, à Cuba, au Portugal, en Italie, partout la presse anarchiste se passionne pour cette insurrection mexicaine qui va peut-être renverser le vieil ordre. En ces temps où les chansons parlaient encore de la vie des hommes, Joe Hill, émigré suédois et troubadour révolté, l'une des grandes figures des IWW, vient participer à l'insurrection à la manière de ce que l'on appellera plus tard les brigades internationales. Should I Ever Be a Soldier, le morceau qu'il compose alors témoigne en musique de cet engagement et appelle les autres travailleurs à le rejoindre dans la lutte. First time that anarchists see a situation in which there is an army. C'est la première fois dans l'histoire que les anarchistes ont une armée qui fonctionne selon des principes anarchistes et qui implante le communisme libertaire. Parce que c'est ça le projet du PLM. Créer une nouvelle société anarchiste au Mexique pour ensuite l'exporter aux États-Unis et dans le reste du monde. Et voilà pourquoi les anarchistes dans le monde et en Europe, comme Kropotkin, ont vu la révolution mexicaine comme la toute première révolution anarchiste. Mais pris en étau entre les contre-révolutionnaires mexicains d'un côté et les armées yankees de l'autre, la lutte est trop inégale. Les communes sont reprises, les révolutionnaires mexicains sont fusillés et les étrangers capturés sont regroupés dans des camps à la frontière. Mais s'ils ont perdu une bataille au nord, les anarchistes n'ont pas perdu la guerre. Et les espoirs de Flores Magón peuvent venir se placer au sud, dans une armée hirsute et rebelle, conduite par un général charismatique. Depuis le début, Ricardo Flores Magón considère que Zapata, même s'il ne se dit pas anarchiste, finalement agit de fait dans la pratique comme un anarchiste et que les troupes zapatistes d'eux-mêmes. Parce que il s'empare des terres sans rien demander, sans attendre une quelconque législation. Et les répartir entre eux. Emiliano Zapata, qui représente les peuples indigènes, avait été influencé par les thèses du Parti libéral mexicain. Et les frères Flores Magón, qui le connaissaient bien, avaient une sympathie énorme pour le mouvement zapatiste. L'armée zapatiste, qui rassemble près de 28 000 combattants au plus fort de la révolution, mène une véritable guerre de guérilla dans les États du Sud. Au fur et à mesure de son avancée, elle redistribue les terres, fait même battre sa monnaie et parvient aux portes de la ville de Mexico. La révolution libertaire serait-elle sur le point de triompher en Amérique latine? Là, les populations en liesse qui assistent au défilé des troupes révolutionnaires ne savent pas encore que Mexico va devenir le théâtre d'un funeste malentendu. Un malentendu entre anarchistes des villes et anarchistes des champs, entre ouvriers et paysans, qui va peser lourd dans l'histoire du mouvement libertaire. Car la capitale mexicaine est alors aux mains de la Maison de l'Ouvrier mondiale, la grande organisation urbaine et anarcho-syndicaliste, forte, dit-on, de 50 000 hommes. Les ouvriers de Mexico et des villes considèrent plutôt les masses paysannes comme réactionnaires. Et ils considèrent que finalement, le monde nouveau, il ne pourra pas sortir de masses paysannes arriérées, c'est eux qui le disent, mais plutôt de l'avant-garde ouvrière éclairée. Les zapatistes sont arrivés avec leurs chapelets et leurs médailles de la Vierge de Guadeloupe. La réaction des anarchistes de Mexico a été de se dire qu'ils étaient influencés par le catholicisme. Ils ont dit « mais ils sont manipulés », au lieu de s'interroger sur ce qu'était réellement leur pratique. Que faisaient ces paysans? Ils n'allaient pas à la messe, ils allaient avec leurs armes pour prendre les terres. Ils se comportaient dans la pratique comme de véritables militants anarchistes. Alors que les militants anarchistes des villes, eux très intellectuels, les voyaient, pour employer le cliché marxiste, comme des laquais du capital ou de l'Église. C'est vraiment un rendez-vous manqué entre l'anarcho-syndicalisme et le zapatisme. Une véritable opposition se crée alors entre les deux mouvements. La direction du COM décide de former des bataillons rouges pour attaquer les zapatistes. Et en faisant cela, ils trahissent vraiment leur classe.
Ayant perdu tout repère, les ouvriers des bataillons rouges se changent en auxiliaires de l'armée bourgeoise. Et grâce à eux, les contre-révolutionnaires font tomber sur les populations une répression aveugle. À Tlaltizapán, où les zapatistes avaient installé leur état-major, 268 paysans sont massacrés, parmi lesquels 112 femmes et 42 enfants. Comme un chant du cygne, Ricardo Flores Magón publie un manifeste aux anarchistes du monde entier et aux travailleurs en général. Mais les seuls à l'entendre sont les autorités nord-américaines qui l'arrêtent et le condamnent à finir ses jours dans une prison de haute sécurité. Et Zapata lui-même finit par tomber dans un guet-apens. This internal war between different progressive factions is really Cette guerre interne entre les différentes factions progressistes est vraiment ce qui permet de détruire le contenu anarchiste de la révolution au moment où celle-ci aurait dû atteindre son apogée. Malheureusement, finalement, il n'y a pas véritablement de réflexion qui va être menée sur l'analyse et les causes de l'échec des anarchistes pendant la Révolution mexicaine. Et donc, c'est vrai que par la suite, le Parti libéral, Flores Magón, tombe un petit peu après dans l'oubli. Les anarchistes mexicains n'ont en effet pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, ni de tirer des leçons. Mais si la révolution mexicaine tombe dans l'oubli, c'est aussi parce que les libertaires européens sont alors au plus dur de la Première Guerre mondiale. Et ils se désintéressent d'autant plus du sort de cette si lointaine insurrection qu'en 1917, aux portes de l'Europe, un vent révolutionnaire s'est levé qui souffle de Russie. À l'Est, soudain, quelque chose de nouveau. En 1917, première révolution russe en février, le tsar se carapate, il y a une certaine démocratie qui s'instaure et des soviets, conseil ouvrier, des usines qui se reprennent par les anarchistes trouvent ça formidable. Journée de 8 heures, abolition de la peine de mort, liberté d'opinion et de conscience. Dans un premier temps, la révolution russe s'attaque aux injustices et donne tout le pouvoir aux soviets. Dans cette immense Russie, où l'on rend hommage à Tolstoï, où l'on érige un monument à la gloire de Bakounine et où l'on offre à Kropotkin des ministères, les anarchistes ont tout pour croire que l'anarchie, ici, enfin, est en train de triompher. Le début de la révolution russe redonne vraiment de la vigueur au mouvement anarchiste. Parce que c'était exactement le type de révolution qu'ils avaient toujours prôné. Une insurrection spontanée. L'immense majorité d'entre eux a accueilli comme quelque chose d'extrêmement positif le fait que quelque part dans le monde, il se trouve que c'était en Russie, des hommes, des femmes se lèvent pour dire que c'en était fini du pouvoir d'autrefois. Dans un premier temps, les anarchistes pensent qu'il y a effectivement une possibilité de voir naître en Russie, enfin, un véritable pays communiste. J'allais dire État, non pas un État, ils n'en veulent pas d'un État, mais un pays qui en quelque sorte se serait de lui-même transformé en société communiste. Partisan du communisme libertaire. Et oublier la bataille entre Marx et Bakounine au sein de la Première Internationale, ils voient alors dans les bolcheviks des révolutionnaires avec lesquels, malgré des désaccords sur les méthodes, il est possible de s'associer pour créer ensemble le monde nouveau. Les anarchistes en Russie ont été des partenaires actifs de la révolution, aux côtés des bolcheviks et des socialistes révolutionnaires. Ils ont eux aussi participé au renversement du tsar, organisé des soviets et repris les usines. L'enthousiasme des libertaires russes s'explique alors aussi par le fait que Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, n'est pas considéré à cette époque comme un marxiste dogmatique ou un aspirant despote. Son parti ne s'appelle pas encore communiste. Le premier traité politique qu'il a écrit s'intitulait « Que faire ?», par référence au roman du libertaire russe Tchernychevski. Il s'est enfin opposé à l'Union sacrée et a fait preuve d'un antimilitarisme qui a pu séduire la masse des libertaires. Mais pour les anarchistes russes, Lénine est encore et surtout le petit frère d'Alexandre Ulyanov, un propagandiste par le fait, pendu en 1887 pour avoir préparé un attentat contre le tsar. Cette généalogie glorieuse, ajoutée à ces gages libertaires, les conduisent à penser que Lénine pourrait avoir pour eux des sympathies. Et la publication en pleine année 1917 de son livre « L'État et la Révolution »
semblent confirmer ces hypothèses. Il faut savoir qu'à un moment donné, Lénine commence à émettre des idées radicales, assez éloignées de l'orthodoxie marxiste. Il critique aussi avec véhémence l'idée d'État, tendant ainsi la main aux anarchistes. Nous ne sommes pas en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs. Mais nous nous assignons comme but final la suppression de l'État. Et Lénine assume en plus en disant on va nous accuser d'être des anarchistes en disant ça, mais quand bien même, je préfère être accusé d'être anarchiste maintenant que d'être confondu avec des sociodémocrates qui participent à des gouvernements de l'Union sacrée. Et donc ça va entretenir l'illusion des deux côtés que en fait bolcheviques et anarchistes visent le même objectif et ont grosso modo les mêmes méthodes d'action sur le terrain et ne seraient séparés que par des méthodes d'organisation interne. Cette illusion d'une convergence des points de vue et d'une similarité des objectifs est encore accentuée en octobre quand Lénine met en œuvre une stratégie directement inspirée des anarchistes lors de la prise du palais d'hiver. Pour les anarchistes qui y prennent part, comme les marins libertaires de Kronstadt, Efim Yarchouk ou Anatoly Zelezniakov, pour ceux qui propagent l'insurrection comme Volin, Archinov, Lev Tcherny, Olga Taratuta, Fanny et Aaron Baron ou Senia Fleshim, c'est leur grand soir à eux qui est arrivé. C'est clair que ça provoque un espoir incroyable. Même Malatesta, au début, envisage la révolution russe avec sympathie. Au début. Et même Kropotkin revient en Russie parce qu'il pense que la révolution va prendre là un tour libertaire. Et avec Emma Goldman, les anarchistes affluent des 4 coins du monde pour participer à la révolution russe. Leurs organisations tiennent rapidement le haut du pavé, comme à Moscou, où la fédération des groupes anarchistes contrôle une partie de la ville. Installé dans le Koupetchevski Club, le club des marchands, rebaptisé de Malarka Malaya Dmitrovka, ils impriment leur quotidien, constituent des réserves et stockent des armes. Ils forment même une garde noire, inspirée des gardes rouges bolcheviques. Dans les villes d'Ukraine aussi, les anarchistes sont présents et se fédèrent à Kharkov au sein du cartel Nabat. Mais c'est dans les campagnes, auprès de la paysannerie là aussi, que le mouvement anarchiste montre tout son potentiel révolutionnaire. Grâce à l'atamancha Maria Grigorievna Nikiforova, à Moïse Wolfovitch Vitnetsky, ou grâce encore à un jeune paysan descendant des Cosaques Zaporog qui, en prenant la tête de l'insurrection en Crimée, devient l'une des grandes figures de l'anarchisme au XXe siècle. Nestor Makhno se rend au premier jour de l'année 1918 à Moscou pour rencontrer Lénine. Makhno était un paysan de très basse extraction, mais avec un immense talent militaire. Et il arrive à organiser une insurrection paysanne et populaire en Ukraine. Il rentre au Kremlin, il sort de nulle part, il rentre au Kremlin, il explique qu'il veut voir Lénine, et grosso modo, il arrive dans le bureau de Lénine sans que personne l'ait arrêté ou empêché. Et c'est même, je crois, Sverdlov, le secrétaire du parti bolchevique à l'époque, qui à un moment rentre dans le bureau, s'aperçoit que Makhno est là, et dit mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Lénine alors que comment n'importe qui venant d'on ne sait où peut arriver jusqu'à Lénine? Lénine ne sait pas que Makhno est anarchiste. Il lui dit « Camarade, on dirait que les paysans de chez vous sont contaminés par l'anarchisme. » Makhno lui répond « Vous trouvez que c'est un problème ?» Et là, pour le coup, Makhno réagit assez brutalement en disant vous dites qu'on est des rêveurs, en attendant en Ukraine, nous on a une implantation alors que vos bolcheviks sont complètement inconnus. Donc nous on est dans les villages, on a une légitimité avec nos rêves soi-disant idéalistes alors que vous n'existez pas. Depuis quelques mois, en effet, parti de Goulaï et Polier dans les plaines fertiles d'Ukraine, la Makhnovtchina, armée insurrectionnelle qui porte le nom de son organisateur, sème la révolution sur son passage. Milice anarchiste et paysanne, elle s'est donnée pour emblème un drapeau noir portant un crâne et des tibias croisés, sous lesquels il est écrit « Mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs ».
Au fur et à mesure de son avancée, la Makhnovtchina, comme jadis les légions de Spartacus, prend les villes et étend jour après jour son influence. À son apogée, la Makhnovtchina contrôle un territoire qui fait la taille d'un pays européen moyen et sur lequel vivent des centaines de milliers de personnes. Quand ils arrivaient dans une ville qu'ils avaient libérée, les premières choses qu'ils faisaient, c'était d'ouvrir les prisons. Et puis, ils redistribuaient la nourriture à la population. Et puis ensuite, ils imaginaient des manières de collectiviser les terres et d'autogérer les entreprises. L'armée de Makhno fonctionne sur la base du volontariat. Les officiers sont élus. Les communautés paysannes, qui trouvent nécessaire de défendre par les armes leurs terres et leur liberté, envoient des volontaires pour rejoindre l'armée. Ils fournissent librement des chevaux, des chariots et des vivres. Ils forment une armée qui va avoir jusqu'à 40 000 hommes. Avec tout ce que suppose une armée, des services d'intendance, des infirmières, des médecins. À un moment, ils ont même un train blindé. Un train blindé comme celui de Trotsky, mais sur le leur il est écrit « anarchie ». Il permet à celui que ses partisans surnomment Batko Makhno, petit père Makhno, et dont voici les seules images filmées, de transporter sa cavalerie depuis Goula et Polier jusqu'à Alexandrovsk, Kharkov et même jusqu'aux portes de Kiev, d'un bout à l'autre d'un front qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Ces troupes peuvent ainsi mener une véritable guerre de harcèlement sur les flancs des forces contre-révolutionnaires de Petliura et à l'arrière des terribles armées blanches du général Denikin. Et en ce mois d'octobre 1919, deuxième anniversaire de l'insurrection, alors que pour les bolcheviks tout semble perdu, Makhno et les anarchistes sauvent la révolution russe. La population et les bolcheviks étaient en train de s'enfuir. Voilà vraiment un exemple de l'efficacité de la Makhnovtchina, qui n'est pas restée sur son petit précaré. Makhno a été capable de penser à l'intérêt général, et là, de sauver la révolution. C'est à ce moment-là son heure de gloire au début 1919, et il fait la jonction avec l'armée rouge, et une jonction volontaire des deux côtés, immortalisée devant les caméras, avec Dybenko, un bolchevique impressionnant par sa carrure, Makhno est tout petit à côté. Voilà, donc on voit un peu les deux conceptions de la révolution, une conception bolchevique assez rigoriste, et puis Makhno, qui à l'époque ressemble encore à un dirigeant un révolutionnaire romantique. Un révolutionnaire romantique qui distribue des livres de Kropotkin aux paysans et essaie de construire avec ses camarades un monde nouveau dans lequel il n'y aurait, comme il le dit lui-même, ni esclavage ni mensonge, ni honte, ni divinité méprisable, ni chaîne, où l'on ne pourrait acheter ni l'amour ni l'espace, où il n'y aurait que la vérité et la sincérité des hommes. Mais à Moscou, où Lénine vient de décréter le communisme de guerre, on commence à voir d'un mauvais œil les actions des anarchistes et les critiques qu'ils formulent déjà depuis le cœur même de la nouvelle capitale à l'égard de la dictature sur le prolétariat. Quand ils voient ce qu'est le bolchevisme en pratique, avec la police secrète, la réquisition des denrées alimentaires, l'impossibilité pour les gens de faire leurs courses au marché, la création d'un système bureaucratique hiérarchisé qui monopolise les richesses, les anarchistes trouvent que ça ne correspond pas à leur idée du socialisme. Le maintien de la peine de mort les choque aussi. Cela va à l'encontre de leurs principes socialistes. Ils se sont battus toute leur vie contre cela. Pour les anarchistes, c'est vraiment un signal. Ils se rendent compte que les bolcheviks ne sont pas de vrais révolutionnaires.
qu'ils ne sont pas intéressés par le bien-être des travailleurs, qu'ils n'aiment pas les anarchistes, ni d'ailleurs personne qui ne soit pas bolchevique. On est vraiment dans un moment où les bolcheviks, qui à l'origine représentent un groupe révolutionnaire parmi d'autres, se retrouvent à la fois isolés politiquement et à essayer de stabiliser leur pouvoir, donc en éliminant les groupes qui possèdent les mêmes groupes militarisés qu'eux. Donc c'est un peu à celui qui va gagner sur les autres. Face aux critiques, Trotsky, qui vient de prendre la tête de l'armée rouge, décide, c'est son expression, de débarrasser la Russie des anarchistes avec un balai de fer. Mais il faut auparavant fabriquer le consentement. Conscients du potentiel d'une nouvelle arme de propagande de masse, les bolcheviks se mettent alors à produire pour le tout jeune cinéma des films dénonçant les risques de la désorganisation petite bourgeoise et le péril noir de l'anarcho-banditisme. Бандиты, именующие себя анархистами. Вон тот помахивает черным флагом. Нет, отнюдь не идейные борцы. Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, point de révolution dans la communication. Les bolcheviks redessinent à gros traits les images éculées de la presse bourgeoise européenne et font le portrait des libertaires en agents provocateurs, avinés, incendiaires et écrasés. Là, il y a une véritable rupture qui est réalisée entre les anarchistes et les bolcheviks, qui vont devenir très vite les adversaires les plus dangereux du mouvement anarchiste que le mouvement anarchiste ait pu connaître. Mais en 1921, quand Kropotkin meurt, le pouvoir décide soudain d'organiser des funérailles nationales. Les bolcheviks auraient-ils quelques remords? Toutes les caméras du pays sont mobilisées pour saisir cet hommage rendu par la Révolution à l'un des pères de l'anarchisme. Emma Goldman, que l'on voit ici, prononce même son éloge funèbre. Quand Kropotkin meurt en 1921, beaucoup d'anarchistes sont déjà en prison. Le parti bolchevique accepte alors de libérer les anarchistes pour qu'ils aillent assister aux funérailles de Kropotkin. Ils sont des milliers. Mais juste après, il les remet en prison. Ces mesures sont d'un cynisme extrême. Le régime bolchevique, c'est le pays du mensonge déconcertant. Alors d'un côté, on salue un grand homme russe, tous les cas de figure, et d'un autre, on prend des mesures contre ses idées. À peine la cérémonie terminée, sur ordre direct de Lénine, le poète libertaire Lev Tcherny et la militante Fanny Baron sont fusillés dans les caves de la prison de la Tchéka, en compagnie de 7 autres anarchistes. Et dans les semaines qui suivent, les bolcheviks décident de purger les 2 derniers foyers d'anarchisme d'Union soviétique. L'Ukraine bientôt, mais d'abord Kronstadt, où les marins, surnommés jadis gloire et honneur de la Révolution, se sont mis en commune. Pour le comité central, la menace est trop proche et le symbole trop dangereux. Malgré les propositions de médiation d'Emma Goldman, Trotsky fait donner l'armée rouge qui écrase la petite île sous les bombes. La fin de la répression de l'insurrection de Kronstadt en 21, c'est le 18 mars 21. Ça correspond à la fois au congrès du parti bolchevique et à la date anniversaire de la Commune de Paris. Donc là, en termes symboliques, c'est énorme de bout en bout. Au printemps 1921, il ne restait plus que la Makhnovtchina pour s'opposer aux bolcheviks. Aux rives de la mer Noire, c'est dans les vapeurs d'alcool et les danses cosaques que l'armée anarchiste, qui ne devait pas connaître la célèbre formule inspirée de l'Énéide « Timeo bolchevico et dona ferentes », « Je crains les bolcheviks, surtout dans leurs offrandes », est décimée par l'armée rouge. La cavalerie et les officiers makhnovistes étaient avec l'armée rouge près de Sébastopol. Ils ont fait un grand banquet pour fêter une victoire. Et là, vous savez, le léninisme est très bien organisé. Et pendant la nuit, tous les officiers makhnovistes ont été fusillés. Les dernières pages de l'épopée de Makhno sont tragiques. C'est une course éperdue.
Une lutte sans espoir de victoire, une lutte de bêtes blessées. La révolution russe est catastrophique pour l'anarchisme. Le mouvement anarchiste cesse totalement d'exister en Russie. Ses derniers représentants meurent dans les camps de Staline ou en exil. Mais l'exécution ou la déportation des anarchistes dans les îles Solovki avait aussi et surtout pour objectif de réduire les libertaires au silence. Car au moment même où il essayait de faire croire au monde ouvrier que le socialisme se construisait à l'intérieur de ses frontières, le pouvoir bolchevique ne pouvait prendre le risque que des témoignages de révolutionnaires de premier plan déchirent le voile des illusions des travailleurs. C'est la raison pour laquelle ces assassinats se sont doublés d'une censure totale de la parole des anarchistes. Et à partir de ce jour, et plus encore avec la prise de pouvoir de Staline, pour lequel, comme en témoignent ses écrits de jeunesse, l'anarchisme était une préoccupation de longue date, l'historiographie marxiste a passé sous silence le rôle joué par les libertaires dans la révolution russe. Et il a fallu des années pour qu'à l'Est, comme dans toute une part de l'Occident, les nouvelles générations puissent entendre la critique totale du régime soviétique, formulée en premier par les anarchistes. Les anarchistes ont effectivement été les tout premiers à dénoncer la nature profonde du régime. Ce sont eux qui ont dit qu'il s'agissait en réalité d'un capitalisme d'État, et que l'État allait devenir le propriétaire des terres, que l'État, en restant capitaliste, ne changerait en rien la situation des travailleurs, et que la classe ouvrière serait réprimée et n'aurait nulle part où se réfugier. Sinon nulle part où se cacher, c'est que dans l'immédiate après-guerre, la bourgeoisie capitaliste a elle aussi partout réprimé les tentatives révolutionnaires des anarchistes avec une barbarie qui n'a rien à envier au châtiment bolchevique. Comme en Allemagne, où les meneurs libertaires de la République des Conseils de Bavière, Erich Mühsam, Ernst Stoller, Ret Marut, sont emprisonnés, pourchassés ou lynchés par la foule comme Gustav Lendauer, dont les autorités laissent le corps pourrir durant plusieurs jours dans la rue pour l'exemple. En Bulgarie, l'insurrection du 23 septembre 1923, qui entendait établir un gouvernement de travailleurs et de paysans, se conclut par une terreur blanche où le roi très orthodoxe Boris III s'est, dit-on, fait présenter sur un plateau la tête de Georges Tchaitanov, le jeune théoricien de l'anarchisme bulgare. La semaine tragique, qui, quant à elle, vient mettre fin aux espérances soulevées par les grandes manifestations de la Fora en Argentine, trouve sa réplique en Colombie lors du massacre des Baleanerais, quand la United Fruit Company assassine des centaines d'anarcho-syndicalistes. Ces vagues de répression déferlent jusqu'en Chine, où le mouvement du 4 mai 1919, inspiré par Liu Shifu, le premier anarchiste chinois, est cassé par les seigneurs de guerre. Un jeune instituteur, pris en place Tiananmen à Pékin, un certain Mao Zedong, assiste à la répression brutale des étudiants et en restera longtemps marqué. Cette terreur de l'anarchisme fait trembler jusqu'aux pentes du mont Fuji, où le pouvoir impérial japonais fait arrêter et battre à mort Sakae Osugi et Ito Noe, mais aussi leurs neveux de 6 ans, dont les corps méconnaissables seront jetés au fond d'un puits. Sans oublier l'Italie, qui était parvenue au bord de la révolution. Le capitalisme rétablit ici aussi son ordre et accomplit ainsi la prophétie de Malatesta, que l'on voit à gauche harangler la foule. La bourgeoisie fera payer par des larmes de sang les tentatives révolutionnaires des prolétaires. Oui, partout où l'anarchisme a tenté de faire triompher ses idées, ses militants ont été arrêtés, persécutés et assassinés. Même aux États-Unis d'Amérique, autre terre historique de l'anarchisme, le mouvement révolutionnaire est combattu. Et cette lutte va atteindre l'un de ses points culminants avec la condamnation à mort de 2 innocents. Sacco et Vanzetti appartenaient à la base des militants anarchistes. Et jamais l'histoire ne s'en serait souvenue s'il ne leur était arrivé ce qui leur est arrivé. Ici et depuis 50 ans, l'anarchisme énerve toujours le corps social. Et qu'ils défilent en patins à roulettes contre le chômage ou contre la guerre en arborant eux aussi des drapeaux à tête de mort, ce sont les anarchistes et non les communistes qui inspirent aux autorités, malgré la dénomination de Red Scare, une véritable peur noire. En 1917,
Au cours d'une nouvelle chasse aux sorcières, de gigantesques rafles ont été organisées. Des milliers de révolutionnaires sont arrêtés préventivement, promenés dans l'archipel carcéral et finalement déportés sur le paquebot Bufford, ici plus subtilement renommé Arche des Soviets. Et comme le pays de la liberté craint plus que tout les libertaires, c'est sur des airs de ragtime, avec des sourires et des dessins animés, que la propagande se diffuse. Des dessins animés qui amalgament la vermine anarchiste et bolchevique et l'assimilent à des rats qu'il s'agit d'exterminer. Des dessins animés signés par un joyeux capitaine d'industrie qui finira tout de même par avoir des tendresses pour le parti nazi. Il faut savoir que les États-Unis sont un pays où la guerre aux organisations syndicales et au mouvement ouvrier a été d'une dureté qui n'y en a que très peu d'égal dans le monde occidental. Alors, la dureté avec laquelle les pouvoirs, en collaboration souvent avec la mafia, tu sais, c'est réel là, ce que je raconte, ils ont collaboré avec la mafia pour casser les syndicats, pour casser le mouvement ouvrier. Mais les anarchistes avaient organisé la riposte. Plusieurs dizaines d'attentats avaient été dirigés contre les représentants du pouvoir, comme le milliardaire Rockefeller ou le général à Tournai Mitchell Palmer, qui contemple ici les dégâts depuis sa fenêtre. Les regards des autorités s'étaient naturellement tournés vers le mouvement qu'animait alors Luigi Galleani, un partisan de la propagande par le fait. Dans son journal Cronaca Sovversiva, cet avocat de formation prenait en effet l'usage direct, immédiat et individuel de la violence. Son opuscule, Le salut est en vous, avait d'ailleurs connu un certain succès qui se présentait comme un petit manuel de fabrication de bombes à l'usage de toute la famille prolétarienne. Et son mouvement, depuis quelques années, avait pris de l'importance dans la communauté italienne. Sacco et Vanzetti appartenaient à cette tendance. Ils croyaient à la révolution par tous les moyens, au plus vite. Mais quand on les arrête, ils ne savent pas pourquoi on les arrête. Ils croient que c'est parce qu'ils sont anarchistes. Ils restent donc très évasifs, ils ne répondent pas vraiment aux questions. Et cela sera utilisé contre eux durant leur procès. Aux marches du palais de justice de Boston, où se pressent curieux et journalistes, on accuse en réalité le petit cordonnier et le vendeur de poissons d'être les auteurs de braquages qui ont fait 2 morts à la fin de l'année 1919. Bien que leur casier judiciaire soit vierge, leur anarchisme sert de preuve à charge et dans le crépitement des flashs, le fait divers se change en affaire politique. Leur affaire est vite devenue un cas emblématique. Il y a une mobilisation extrêmement large en leur faveur. Et ce mouvement, petit à petit, s'étend au monde. Le mouvement pour sauver Sacco et Vanzetti n'est pas porté seulement par des anarchistes, mais aussi par des libéraux, des syndicats, qui sont convaincus que les charges retenues contre eux sont très légères. Et c'est effectivement le cas. Sur le sol américain, les anarchistes essaient d'obtenir la libération des 2 prisonniers par tous les moyens. Les bombes d'abord, comme lors de l'attentat de Wall Street, premier attentat à la voiture piégée de l'histoire qui fait 38 morts et 200 blessés, mais sans grand résultat. Par la bataille juridique encore, qui, avec le jeu des appels, contre-enquêtes, nouveaux procès, parvient, malgré leur condamnation à mort, à retarder l'exécution pendant 7 ans. Par l'agitation médiatique enfin, avec des comités de défense qui voient le jour un peu partout. Mais si ces campagnes en faveur de Sacco et Vanzetti sont initiées par les anarchistes, aussi déconcertant que cela puisse paraître, ce sont ceux qui, de l'autre côté du globe, sont devenus leurs pires ennemis, qui prennent à ce moment leur défense. C'est tout de même une vraie ironie que ce soit les communistes qui aient adopté leur cause. Car au même moment, les communistes exécutaient et emprisonnaient des anarchistes en Union soviétique. Ils ne pouvaient donc pas avoir de sympathie pour les idées de Sacco et Vanzetti. On sait aujourd'hui qu'effectivement c'est à Moscou que la décision a été prise d'instrumentaliser le martyre de Sacco et Vanzetti pour en faire effectivement le symbole de la répression bourgeoise, de la répression capitaliste dans l'État qui symbolise le grand capital, c'est-à-dire effectivement les États-Unis d'Amérique. Ça avait aussi pour but de permettre aux staliniens d'accumuler une sorte de capital moral. Ils s'attiraient la sympathie des travailleurs en défendant ces hommes qui risquaient la mort.
Mais c'était bien une instrumentalisation de l'affaire Sacco et Vanzetti pour mieux servir leurs propres intérêts. Et ça, c'est vraiment triste. Inconsciente des tentatives de manipulation et sensible aux injustices faites aux anarchistes, la base des militants communistes ne ménage d'ailleurs pas ses efforts. Depuis la place de la République en France, jusqu'à Tokyo en passant par Berlin, Sofia, Assomption et Trafalgar Square au Royaume-Uni, ils s'opposent eux aussi à l'exécution de Sacco et Vanzetti. Rien n'y fera. Malgré cette immense mobilisation, ils sont exécutés par la chaise électrique en 1927 après que leur appel a été rejeté. Et ceci a un effet dévastateur sur le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste est brisé aux États-Unis. Et on ne le reverra plus, au moins avant les années 60. Il faudra en effet attendre longtemps pour que, dénoncées les manipulations et reconnues les instrumentalisations, le gouverneur du Massachusetts réhabilite officiellement les deux hommes en déclarant que tous les déshonneurs devaient être enlevés de leur nom, pour toujours. Et 50 ans après leur condamnation à mort, grâce à John Baez qui chante sur un air composé par Ennio Morricone les dernières paroles de Vanzetti, la marche funèbre des anarchistes pouvait devenir un hymne mondial pour la justice et la liberté. L'anarchisme subit alors une diaspora énorme. Diaspora des anarchistes russes, diaspora des anarchistes nord-américains, diaspora des anarchistes italiens. Beaucoup sont venus naturellement en France, parce que la France n'était pas une dictature. C'était encore une démocratie libérale. Et ils ont donc émigré en France. Le mouvement anarchiste, qu'il avait espéré pouvoir faire triompher la révolution au lendemain de la guerre mondiale, en fait, se trouve battu sur toute la ligne. Et la question se pose, pourquoi nous avons été battus ? Nous avons toujours vécu dans la misère, et nous pourrions continuer de le faire pour un temps. Mais n'oubliez pas que nous, les travailleurs, sommes les seuls producteurs de richesse. C'est nous qui faisons fonctionner les machines, nous qui extrayons le charbon des mines, nous qui construisons les villes. Nous savons que nous n'hériterons que de ruines, parce que la bourgeoisie essaiera de détruire le monde dans les derniers instants de son histoire. Mais nous n'avons pas peur des ruines, parce que nous portons un monde nouveau dans notre cœur.